Le soleil se levait lentement sur le village d'Owerri, projetant une lumière dorée sur les modestes maisons aux toits de tôle. Les coqs chantaient, les femmes balayaient les cours de leurs maisons, et les enfants couraient pieds nus, insouciants et bruyants. Mais dans une petite maison au bord du marché, une fillette aux yeux brillants et aux cheveux tressés regardait fixement par la fenêtre, le regard rempli d'un vide que seul un cœur brisé peut connaître. Kémy n'avait que 5 ans lorsque sa vie bascula. Ses parents, de modestes commerçants, étaient tout pour elle. Sa mère vendait du poisson fumé au marché, tandis que son père réparait des radios et des ventilateurs dans une petite boutique. Ils n'étaient pas riches, mais leur maison était remplie de rires, d'histoires et d'amour. Chaque soir, sa mère lui racontait des contes sous la lumière tamisée d'une lampe à pétrole, lui murmurant que le monde appartenait à ceux qui avaient de grands rêves. Puis, un jour, tout s'effondra. Un accident de la route emporta ses parents en une fraction de seconde. Un camion fou, un virage mal négocié, et leur voiture réduite en miettes. Kémy n'avait pas compris tout de suite ce que cela signifiait. Elle attendit plusieurs jours que sa mère revienne la border le soir, que son père lui tende la main pour marcher jusqu'à l'école. Mais à la place, elle fut emmenée par des adultes qu'elle ne connaissait pas jusqu'à une maison inconnue, celle de sa tante, Mama Tayo. Au début, Kémy crut qu'elle allait être en sécurité, entourée de sa famille. Mama Tayo l'avait accueillie avec des mots doux, lui promettant qu'elle serait traitée comme ses propres enfants. Mais les promesses ne sont que des mots, et les actes racontent une autre vérité. Dès la première semaine, Kémy comprit qu'elle était devenue une intruse, une charge encombrante. Chaque matin, avant même que le soleil ne réchauffe la terre, Kémy était tirée du lit et envoyée puiser de l'eau au puits du quartier. Ses cousins, bien nourris et habillés de vêtements propres, la regardaient de haut, amusés par sa détresse. Les tâches domestiques lui étaient toutes attribuées, balayer la cour, laver les habits, cuisiner, et même aller vendre de petits beignets au marché pendant que les autres enfants allaient à l'école. Pourquoi devrais-tu aller à l'école? Tu n'es qu'une bouche supplémentaire à nourrir, disait Mama Tayo chaque fois que Kémy osait évoquer son désir d'apprendre. Mais Kémy n'était pas une enfant ordinaire. Malgré la douleur, elle ne laissait pas son esprit s'éteindre. À chaque occasion, elle volait quelques minutes pour observer les cahiers de ses cousins. Elle se cachait derrière la porte lorsqu'ils récitaient leurs leçons et retenait chaque mot, chaque chiffre, chaque phrase. La nuit, alors que tout le monde dormait, elle traçait des lettres invisibles sur le sol poussiéreux, répétant ce qu'elle avait entendu dans la journée. Son cœur criait pour la connaissance, et même dans l'ombre, elle refusait d'être éteinte. Un jour, alors qu'elle lavait des vêtements près du puits, une vieille femme du quartier s'approcha. C'était Mama Blessing, une vendeuse de légumes connue pour sa sagesse et sa gentillesse. Voyant la tristesse dans les yeux de Kémy, elle lui tendit un livre abîmé. « Tiens, petite, lis cela quand tu en as le temps. L'éducation est la clé qui ouvre toutes les portes, murmura-t-elle avant de disparaître dans la foule du marché. Kémy serra le livre contre elle comme un trésor. Chaque nuit, sous la faible lumière de la lune, elle déchiffrait lentement les mots, prononçant chaque syllabe à voix basse. C'était un monde nouveau qui s'ouvrait à elle, un monde où elle pouvait s'évader, rêver et croire qu'un jour, sa souffrance aurait un sens. Mais Mama Tayo ne tarda pas à découvrir son secret. Un soir, elle la surprit en train de lire, furieuse, elle arracha le livre de ses mains avant de le jeter dans le feu. « Tu n'es pas venue ici pour rêver, Kémy. Tu es là pour travailler, hurla-t-elle. Les larmes ruisselaient sur les joues de la fillette, mais au fond d'elle, quelque chose s'était allumé, une flamme indomptable que même le feu ne pouvait éteindre. Les mois passèrent et les mauvais traitements s'intensifièrent. Kémy ne mangeait plus qu'une fois par jour, et souvent les restes des repas de la famille. Parfois, elle dormait à même le sol, sans couverture, son petit corps grelottant sous la brise nocturne. Mais elle endurait tout avec une force impressionnante pour son jeune âge. Un après-midi, alors qu'elle était au marché pour vendre les beignets de sa tante, elle croisa un groupe d'enfants en uniforme, riant et discutant joyeusement. Son regard s'accrocha sur une petite fille qui tenait un livre contre sa poitrine. L'envie et la tristesse serrèrent son cœur. Elle voulait être comme eux. Elle voulait apprendre, s'asseoir en classe, répondre aux questions d'un enseignant. Elle voulait une vie différente. C'est ce jour-là qu'elle prit sa décision. Elle ne savait pas encore comment,
mais elle savait une chose, elle devait quitter cette maison. Si elle restait, elle finirait par être brisée, par perdre ce qui faisait d'elle Kémy. Un soir, après avoir terminé toutes ses tâches et attendu que tout le monde s'endorme, elle rassembla les rares affaires qu'elle possédait, un vieux foulard, un petit morceau de pain volé en cachette, et une bouteille d'eau. Silencieusement, elle ouvrit la porte arrière de la maison et s'éclipsa dans la nuit. Ses pieds nus foulaient le sol humide alors qu'elle avançait sans savoir exactement où aller. La peur et l'excitation se mêlaient en elle. Elle se rappelait les histoires que sa mère lui racontait, celles des héros qui partaient à la conquête de leur destin malgré les obstacles. Elle ne savait pas si elle était une héroïne, mais elle savait qu'elle ne voulait plus être une victime. Dans l'obscurité, alors que les rues se faisaient de plus en plus calmes, une pensée lui traversa l'esprit, et si la vie avait encore quelque chose de beau à lui offrir? Kémy marcha toute la nuit, guidée par un instinct primaire qui lui soufflait de s'éloigner de tout ce qu'elle avait connu. Le vent froid du matin la fit frissonner, mais elle ne ralentit pas. Chaque pas était une victoire, une affirmation silencieuse qu'elle refusait de se laisser écraser par la fatalité. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait ce qu'elle fuyait. Après des heures d'errance, elle atteignit une petite ville à la périphérie de Lagos. L'odeur des beignets frits et des épices flottait dans l'air, mêlée au tumulte des marchands qui installaient leurs étals. Affamée et fatiguée, elle observa la foule, espérant y trouver un signe, une opportunité, quelque chose qui lui donnerait un point de départ. Son regard se posa sur une femme d'un certain âge, assise derrière un stand de légumes. Elle avait un visage sévère, marqué par les années, mais une lumière bienveillante dans les yeux. Kémy s'approcha timidement et attendit qu'elle ait terminé avec un client avant de lui parler. « Maman, s'il vous plaît. Je cherche du travail. Je peux balayer, laver, porter des choses. » La femme, Maman Ngozi, l'observa un instant en silence. Puis elle lui tendit un morceau de pain et une bouteille d'eau. « Mange d'abord. On parlera après. » Les larmes montèrent aux yeux de Kémy. Ce simple geste de bonté lui fit réaliser à quel point elle avait été privée de chaleur humaine. Elle mangea en silence, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin royal. Une fois rassasiée, Maman Ngozi soupira et lui fit signe de la suivre. Elle la mena dans un bâtiment modeste mais propre, situé derrière le marché. C'était un centre pour orphelins et enfants en difficulté. Il n'y avait pas grand-chose, quelques lits de fortune, une cuisine rudimentaire, et un tableau noir sur lequel était inscrit un alphabet tremblant. Mais pour Kémy, c'était un sanctuaire. Avec le temps, elle s'intégra dans ce nouvel environnement. Maman Ngozi l'encouragea à apprendre et à développer ses compétences. Elle retrouva une salle de classe, un rêve qu'elle croyait perdu. Les lettres et les chiffres devinrent ses compagnons les plus fidèles, et elle s'appliqua avec une ardeur que peu d'élèves possédaient. Son passé lui avait enseigné que l'éducation était une échappatoire, un moyen de s'élever au-delà des souffrances. Quelques années passèrent, et Kémy se transforma en une jeune femme brillante et déterminée. Grâce à son intelligence et sa persévérance, elle devint la meilleure élève du centre. Son dévouement ne passa pas inaperçu. Lors d'une visite officielle, un homme d'affaires influent, Shikobi, vint faire une donation au centre. Grand, imposant, vêtu d'un costume impeccable, il incarnait le succès et l'assurance. Mais ce qui attira Kémy, ce fut son regard attentif et sincère lorsqu'il s'adressait aux enfants. Quand il lui posa des questions sur ses ambitions, elle parla avec passion de son désir de faire des études et de construire un avenir meilleur. Impressionné par son éloquence et sa détermination, Chic lui proposa une bourse pour étudier dans un lycée réputé et un stage dans une de ses entreprises. Ce fut un tournant décisif. Kémy entra dans un monde totalement différent, un univers où l'intelligence et l'ambition ouvraient des portes, mais où les différences sociales creusaient des fossés profonds. Dès son premier jour au lycée, elle sentit les regards peser sur elle. Ses camarades venaient de familles influentes, habillés de vêtements de marque, conduisant des voitures luxueuses. À côté d'eux, elle se sentait insignifiante. Les murmures ne tardèrent pas, « C'est qui cette fille? Elle vient d'où? Une orpheline ici ?» Certains étudiants la regardaient avec curiosité, d'autres avec mépris. Mais Kémy ne se laissa pas décourager. Elle se rappela les mots de Maman Ngozi, « Ton passé ne définit pas ton avenir. Travaille,
apprends, et prouve que tu mérites ta place. Alors, elle travailla. Jour et nuit, elle s'acharna sur ses livres, absorbant chaque leçon avec une soif insatiable. Elle impressionna ses professeurs par son sérieux et son intelligence. Peu à peu, les regards commencèrent à changer. Elle ne pouvait pas effacer son passé, mais elle pouvait imposer son avenir. Mais si les obstacles scolaires pouvaient être surmontés par la détermination, les barrières sociales étaient plus tenaces. Lorsqu'elle commença son stage dans l'entreprise de Chic, elle fut confrontée à un autre type de mépris, celui des adultes bien établis, qui ne voyaient en elle qu'une fille sans nom et sans statut. Son supérieur direct, Madame Finmy, une femme élégante au port altier, la traitait avec une condescendance glaciale. « Vous êtes ici grâce à la charité de Monsieur Hobby. Ne vous attendez pas à être traité comme les autres. Faites votre travail et restez à votre place. » Ces mots auraient pu briser quelqu'un d'autre, mais Kémy les prit comme un défi. Elle observa, apprit, et démontra qu'elle était bien plus qu'une simple bénéficiaire de la générosité de Chic. Son intelligence lui permit d'accomplir des tâches complexes avec brio. Bientôt, certains collègues commencèrent à respecter son travail, bien que d'autres la jalousaient en silence. Mais alors qu'elle commençait à se faire une place, son passé refit surface de la manière la plus brutale. Un soir, en quittant le bureau, elle tomba nez à nez avec une silhouette familière. Mama Tayo. Kémy? La voix était incrédule, presque méprisante. Un frisson glacé parcourut son dos. Devant elle se tenait la femme qui avait brisé son enfance, celle qui lui avait refusé amour et éducation. Mais aujourd'hui, Kémy n'était plus la petite fille effrayée d'autrefois. Mama Tayo croisa les bras et la détailla de la tête aux pieds. « Alors c'est vrai? Tu travailles ici? Tu es devenu quelqu'un, grâce à moi, n'est-ce pas? Après tout, c'est moi qui t'ai élevée. » Kémy sentit une colère sourde monter en elle, mais elle la maîtrisa. « Vous ne m'avez pas élevée. Vous m'avez brisée. Et c'est malgré vous que je suis là aujourd'hui. » La femme ricana. « Tu crois être devenue quelqu'un? Tu resteras toujours cette gamine sans famille, une fille qui a mendié son avenir. Ne l'oublie pas. » Les mots étaient venimeux, mais cette fois, ils ne la touchaient plus. Kémy la fixa avec calme. « L'avenir ne se mendie pas, il se construit. Et je ne laisserai personne me définir autrement. » Mama Tayo partit en marmonnant, mais ce face-à-face laissa Kémy troublée. Elle comprit que, peu importe jusqu'où elle irait, certaines personnes essaieraient toujours de la ramener à son passé. Mais ce soir-là, elle fit un vœu silencieux, ne jamais laisser la haine ou le ressentiment l'enchaîner. Les jours qui suivirent sa rencontre avec Mama Tayo furent empreints d'une étrange mélancolie. Kémy savait que son passé resterait une ombre, mais elle refusait qu'il définisse son avenir. Pourtant, le poison des paroles de sa tante continuait à résonner dans son esprit. « Tu resteras toujours cette gamine sans famille. » Cette phrase la hantait. Elle s'était battue pour se construire un avenir, mais était-ce suffisant? Le monde dans lequel elle évoluait était encore imprégné d'injustice, et elle ne pouvait ignorer ceux qui, comme elle jadis, luttaient pour survivre. Un matin, alors qu'elle était en pleine réunion avec l'équipe de Chic Hobby, une opportunité inattendue se présenta. L'entreprise envisageait d'investir dans un projet philanthropique axé sur l'éducation des enfants défavorisés. À la surprise générale, Kémy leva la main et demanda la parole. « Nous devons aller au-delà des simples donations. Donner de l'argent, c'est bien, mais offrir des opportunités et de l'espoir, c'est mieux. J'ai grandi dans la misère. J'ai connu la faim, le rejet et le désespoir. Je sais ce que c'est que de regarder l'avenir et de ne voir qu'un mur infranchissable. L'éducation est le seul moyen de briser ce mur. Je propose que nous créions un programme de mentorat où des professionnels encadreraient des jeunes défavorisés et les aideraient à intégrer le monde du travail. » Un silence tomba dans la salle. Certains collaborateurs échangèrent des regards sceptiques, mais Chic Hobby, assis au bout de la table, sourit lentement. « Kémy, c'est une idée brillante. Développe ce projet, et nous lui donnerons vie. » Ce fut un tournant décisif. Kémy travailla d'arrache-pied pour concevoir un programme structuré, mobilisant des entrepreneurs, des enseignants et des volontaires. Son initiative fut accueillie avec enthousiasme par les médias et la communauté.
Le projet Espoir vit le jour, offrant des formations, du mentorat et des bourses à des jeunes issus de milieux précaires. Alors que le projet prenait de l'ampleur, une autre surprise frappa à sa porte. Un jour, elle reçut un appel inattendu de maman Ngozi. La vieille femme avait appris la réussite de Kémy et souhaitait la revoir. Lorsque Kémy arriva dans son modeste foyer, elle trouva la vieille dame assise sur une chaise, un regard fier mais fatigué dans les yeux. « Ma fille, je savais que tu irais loin. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu reviendrais pour aider les autres. C'est la plus grande des richesses. » Ces mots touchèrent Kémy au plus profond d'elle-même. Elle comprit que sa véritable mission n'était pas simplement de s'élever, mais d'élever les autres avec elle. Mais la vie, avec ses caprices imprévisibles, n'avait pas fini de tester sa résilience. Un jour, alors qu'elle visitait un centre éducatif qu'elle avait aidé à financer, elle fut appelée d'urgence à l'hôpital. Chikobi venait de faire une crise cardiaque. À son chevet, elle vit l'homme fort et influx réduit à une fragilité insoupçonnée. Il ouvrit les yeux et lui prit la main. « Kémy, tu es comme une fille pour moi. Je suis fière de ce que tu es devenue. Promets-moi de ne jamais abandonner. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle lui promit. Quelques jours plus tard, Chik se rétablit lentement, mais cet épisode marqua profondément Kémy. Elle réalisa à quel point le temps était précieux, et qu'elle ne devait pas le gaspiller dans des craintes inutiles. Dans les mois qui suivirent, elle travailla encore plus dur pour faire grandir le projet Espoir. Son engagement attira l'attention d'un réseau international d'organisations humanitaires. On lui proposa de devenir ambassadrice pour l'éducation des filles en Afrique. Elle accepta avec humilité, voyant en cette opportunité un moyen d'étendre son impact au-delà des frontières du Nigeria. Mais avant de s'envoler vers de nouveaux horizons, elle fit un dernier voyage. Elle retourna à Owerri, son village natal. Devant la maison où elle avait grandi, les souvenirs l'envahirent. Elle revit les rires de ses parents, leurs regards aimants, et la douleur de leur perte. Puis elle se rendit chez Mama Tayo. Lorsque sa tante ouvrit la porte, elle fut surprise de voir Kémy, transformée, épanouie, puissante. Pendant un instant, la femme sembla hésiter entre fierté et culpabilité. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Kémy la regarda droit dans les yeux. « Je suis venue te dire que je te pardonne. » Mama Tayo cligna des yeux, bouleversée. « Pourquoi ? Après tout ce que je t'ai fait ?» Kémy sourit doucement. « Parce que le pardon me libère. Je ne veux pas porter la haine en moi. J'ai trouvé ma voie, et je veux avancer sans chaîne. » Un silence s'installa. Puis, contre toute attente, Mama Tayo fondit en larmes. Peut-être venait-elle de réaliser l'ampleur de ses erreurs, ou peut-être avait-elle simplement compris qu'elle avait perdu une occasion précieuse d'aimer une enfant qui ne demandait que cela. Kémy quitta Owerri le cœur léger. Elle avait fait la paix avec son passé. Désormais, l'avenir s'ouvrait devant elle, plein de promesses. Quelques mois plus tard, sur une scène internationale, elle prononça un discours qui marqua les esprits. « J'ai appris que la souffrance ne définit pas qui nous sommes. Ce sont nos choix qui façonnent notre destin. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que la vie nous enlève, mais nous pouvons décider de ce que nous faisons avec ce qu'il nous reste. Je suis la preuve vivante que l'éducation et la persévérance peuvent briser n'importe quelle chaîne. Et aujourd'hui, je fais la promesse d'aider d'autres à briser les leurs. » Le tonnerre d'applaudissements qui suivit ne fut pas seulement pour son discours, mais pour tout ce qu'elle représentait. Kémy n'était plus une victime. Elle était devenue une lumière pour ceux qui, dans l'ombre, cherchaient encore leur chemin.